Michel Valsan, L'islam et la fonction de René Guénon. Chapitre 2. L'œuvre de Guénon en Orient. Nous sommes au courant depuis plusieurs années des progrès que fait la connaissance de l'œuvre de René Guénon dans les milieux intellectuels et plus spécialement universitaires du monde indo-pakistanais. Il est temps, pensons-nous, de prendre acte à ce sujet dans une chronique de quelques faits caractéristiques. Monsieur Mohammed Hassan Askari, professeur de littérature anglaise à Islamic College, l'université de Karachi, qui, dans les années précédentes, a publié en anglais un article sur Guénon et sa vie, vient de rédiger en ourdou, langue officielle du Pakistan, 2 brochures. La première est un répertoire d'environ 200 erreurs que commettent les gens d'esprit moderne à l'égard des doctrines et des réalités traditionnelles. La seconde, une courte histoire du développement de la mentalité moderne. L'auteur a présenté l'année dernière ses travaux au Mufti Mohammed Shafi', recteur de la Darul Uloum de Karachi, qui, les trouvant fort bienvenus, en a inscrit l'étude dans le programme de l'année universitaire 68-69. Pendant les 3 mois du dernier automne, le professeur Mohammed Taqi, le propre fils du recteur, qui avait reçu la charge de ce développement, a pris les textes respectifs comme base d'un cours, très suivi du reste, qui se continue en 1969. On rapporte de l'enseignement dispensé ainsi la phrase suivante. L'analyse faite par Guénon montre qu'il est ferme dans la voie du prophète et de ses compagnons. Ceci signifie en outre pour nous que le climat spirituel de ces régions asiatiques est beaucoup plus ouvert aux conceptions universalistes de la tradition qu'on ne l'aurait pensé. En outre, l'altération produite par l'esprit moderne y est d'ailleurs beaucoup moins profonde que ne le croient les Occidentaux, même de mentalité traditionnelle, qui se laissent trop facilement impressionner par les dégradations extérieures du décor et du style social. M. Askari nous informe en même temps que dans l'Inde même, les jeunes musulmans s'intéressent de plus en plus aux idées traditionnelles dans leur élaboration guénonienne. Pour mieux se rendre compte des particularités favorables que présente la région traditionnelle respective, laquelle correspond à la notion géographique de sous-continent asiatique, nous citerons quelques passages, rajustés seulement au point de vue verbal, de la correspondance antérieure avec M. Askari qui, en envisageant de traduire en ourdou plusieurs de nos propres articles, nous disait ceci à propos de celui intitulé « L'islam et la fonction de René Guénon ». Nous le citons. Dans ce dernier article, vous examinez la question de l'introduction des ouvrages de Guénon dans un milieu islamique. J'ai certaines choses à dire sur ce point. Je ne connais pas l'atmosphère intellectuelle existant dans les autres pays islamiques, mais quant aux musulmans du Pakistan et de l'Inde, la situation est un peu différente. Tout d'abord, il est important de réaliser que nous n'avons jamais insisté sur la division entre Sharia et Tariqa, mais sur leur harmonie. Chez nous, les plus grands maîtres ésotériques ont toujours été en même temps des maîtres de l'exotérisme. Tel est le cas par exemple du Cheikh Ahmed Sirindi, du Shah Waliullah ad-Dilawi, ainsi que de ses 3 fils, Shah Abdul Aziz, Shah Abdul Qadir et Shah Rafi'uddin, et enfin le cas de Shah Ashraf Ali, qui est le plus grand maître ésotérique et exotérique du XXe siècle. Ainsi, il n'est nullement choquant pour nous quand Guénon considère les choses d'un point de vue ésotérique. Quant à la question de la présentation de l'œuvre de Guénon dans un milieu islamique, vous dites en page 16 « Mais ses avantages d'intelligibilité ne vacant que pour une élite, sa synthèse doctrinale ne saurait être portée d'emblée dans une langue de civilisation à base religieuse où la présence d'un enseignement dogmatique officiel et la foi aux formes particulières de la révélation sont des éléments constitutifs de la tradition. » Et à la page 17, une présentation éventuelle de l'œuvre de René Guénon dans un milieu traditionnel islamique devrait par conséquent se faire avec une référence compétente aux doctrines ésotériques et métaphysiques de l'islam, tout en tenant compte de ce qu'il y a d'inévitablement délicat pour une exposition des doctrines ésotériques de l'islam, même devant un public qui ne saurait être considéré dans son ensemble comme capable de comprendre les choses de cet ordre.
Et plus explicitement sur la page 24, vous mentionnez les conceptions purement intellectuelles qui caractérisent la synthèse doctrinale de René Guénon et qui auraient besoin d'une présentation et d'une justification plus particulière dans un milieu de civilisation islamique. Je pense que l'attitude intellectuelle et métaphysique de Guénon ne sera pas gênante pour nos lecteurs. Pendant 5 ou 6 siècles, nous avons eu des ouvrages innombrables qui se sont placés dans la même attitude et du même point de vue. Nous ne pouvons oublier le rôle qu'a joué la Darul Ulum à Deobend pendant les derniers 100 ans. Shah Ashraf Ali, qui avait une connexion intime avec cette maison des sciences au sens traditionnel du mot, a expressément déclaré que de nos jours, le Suluk Ishqi, marche initiatique basée principalement sur la vertu du désir spirituel, avait perdu une grande part de sa validité et était devenu même dangereux. Lui-même conseillait à ses disciples l'adoption du Suluk Ilmi, marche initiatique basée principalement sur la compréhension doctrinale. Sur la page 28, vous envisagez la question des autorités exotériques devant les écrits de Guénon. S'il fallait trouver une justification dans cet ordre, je pense qu'elle peut venir aisément de nos maîtres. Pour mon propre bénéfice, j'ai souvent relevé dans les ouvrages de ceux-ci des constatations confirmant ce que disait Guénon. Il est dommage que je n'ai pas pris de note à cet égard. Sur la page 29, vous parlez d'hostilité rencontrée par le Cheikh el-Akbar dans les milieux exotéristes. Ce n'est pas le cas chez nous. Certes, il y a eu des objections, les plus remarquables venant d'ailleurs, non de côté exotérique, mais du grand maître ésotérique Cheikh Ahmad Sirindi. Et la défense de Cheikh el-Akbar est venue non seulement du côté ésotérique, mais aussi du côté exotérique. Une des meilleures de ces défenses est en effet venue du Shah Ashraf Ali, qui occupait incontestablement la fonction d'autorité exotérique, tout en étant bien entendu un maître ésotérique également. Il a consacré 2 petits ouvrages à ce sujet. Ainsi, nous n'avons jamais manqué de respect et de révérence pour le Cheikh el-Akbar. Ces Futuhat Mekkiya sont souvent cités comme autorités dans les ouvrages exotériques qu'on publie de nos jours. C'est le cas spécialement des gens appartenant à la Darul Ulum de Deobend, qui sont connus pour leur orthodoxie exotérique et pour leur sévérité à cet égard. Notre milieu n'est pas hostile à la conception de la Wahdatul Wujud. La plupart des gens restent silencieux sur cette question, mais c'est le thème central de notre poésie traditionnelle en ourdou ou en dialecte, comme le punjabi, le sindhi ou le puchtu. Les habitants de nos villages chantent le Wahdatul Wujud toutes les nuits. Quant à ce que vous dites sur la question de l'universalité traditionnelle, page 31, et sur l'usage par Guénon de termes et concepts hindous, permettez-moi de faire quelques précisions. Premièrement, au XVIIe siècle, le prince Dara Shikoh, fils de l'empereur Shah Jahan, a déjà préparé une correspondance entre les termes ésotériques hindous et les termes islamiques. C'est un petit livre nommé Majma'ul Bahrain, la réunion des 2 mers. La traduction en ourdou est accessible même aujourd'hui pour un demi-franc. Deuxièmement, le Cheikh Ahmed Sirindi lui-même a reconnu la validité des doctrines védiques. Ce dont il doute, ce sont les possibilités de réalisation offertes par l'hindouisme actuel. Troisièmement, Shah Waliullah Dilawi a écrit sur les doctrines védiques dans son ouvrage L'Amahat que je vous ai déjà envoyé. Quatrièmement, le document le plus explicite sur cette question est une lettre par Hazrat Mazhar Jani Janan, contemporain et ami de Shah Dilawi au XVIIIe siècle, qui appartenait à l'ordre des Mujaddidiya Naqshbandiya et qui était reconnu par Cheikh Dilawi comme un saint plus grand que lui-même et qui était aussi le cheikh du Qadi Tanaullah, tous ses maîtres étant d'une orthodoxie incontestable. Cette autorité admet la vérité des doctrines védiques, mais a des réserves quant à la validité actuelle de la tradition hindoue. Cinquièmement, un autre saint du XVIIIe siècle, Shah Kazim Kalandar, a écrit des poésies sur le thème de la Wahdat al-Wujud en employant des termes et des symboles hindous. Il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais je mentionne son nom parce que ses poésies ont été publiées avec un commentaire détaillé. Pareille chose à dire des poésies de son fils Shah Turab Ali Kalandar du XIXe siècle. Nous arrêtons là cette fois-ci les citations de la riche et pittoresque fresque intellectuelle que nous a valu ces dernières années notre correspondance avec le professeur Askari. Mais nous y reviendrons prochainement encore à propos de René Guénon.
addendum de l'éditeur. Dans le numéro de mai-août 1970 des études traditionnelles, Michel Valsan a présenté et publié une lettre du professeur Ascari sous le titre « Tradition et modernisme dans le monde indo-pakistanais ». Nous renvoyons le lecteur à cet article. Remarquons que le professeur Ascari, dans le dernier paragraphe de sa lettre, écrivait, nous citons, « Je me remémore ce que le grand maître soufi du XXe siècle, Maulana Ashraf Ali Tanvi, a dit à ses disciples un jour de 1930 environ. Tel que je vois les choses, les défenseurs de l'islam viendront maintenant d'Europe. » C'était exactement l'époque à laquelle l'œuvre de Guénon prenait une forme plus complète et qu'il abordait les études sur le tasawwuf. Et je crois fermement que Guénon est le guide intellectuel dont les musulmans ont spécialement besoin aujourd'hui pour faire face aux tentations et aux provocations de la civilisation moderne, de même que les hommes appartenant à toutes les traditions.